On s'habille. Prêt pour le travail. En blouse. Parfait. Et voilà. Prêt pour la journée. On prend le téléphone parce qu'on peut plus faire sans. Non, il est où? Je sais plus. Allez, on y va. Bonjour les morts. Allez, on va au feu. Voilà. Hein? Les origines de la famille, dans la métallerie, dans le métal, c'est ma fierté. Hein. Vraiment, ça remonte au début du 19e siècle. D'après mon père, la légende de la famille voudrait que 3 frères venant de Montélimar, travaillant dans la construction de ce qui était la nouveauté de l'époque, c'est-à-dire des sucreries, sont remontés dans le nord et se sont arrêtés à Écaudœuvre. Là, ils se sont établis, ils ont trouvé épouse, et c'est de là que dateraient les origines de la famille et les outils que nous avons en attestent. Nous avons un règle de mécanicien qui est estampillé 1816, et d'ailleurs, les dates sur les outils peuvent changer, et ces dates correspondent à le passage d'un outil dans les mains de quelqu'un d'autre. C'est-à-dire il a mis sa marque, il a mis sa date de naissance. Forgeron mécanicien, c'était réellement le métier de mes aïeux. Et mon père, lui, est parti comme apprenti serrurier, puisque c'était une vogue extraordinaire que la serrurerie d'art. Et peut-être que mon grand-père ou mon arrière-grand-père voulait que leur descendance fasse un métier plus noble ou plus, je ne sais pas, enfin, ça c'est resté jusqu'à nos jours. Ça, on veut toujours que les enfants fassent un métier meilleur que le sien, enfin voilà. Bon. Eh bien, il est parti comme ouvrier, comme apprenti, dans une serrurerie d'art de Cambrai. Il y en avait en 1922 une 22-23 serrurerie d'art. Papa étant né en 1903, c'était un jeune homme. Il est allé chez Eugène Farineau, dont papa me disait, comme cela, qu'il avait une fille. Bon. Et Eugène Farineau était ferronnier, avenue de Dunkerque, à Cambrai. C'est lui qui a appris le métier à mon père. Il faisait beaucoup de ferronnerie d'art à cette époque-là pour différents ouvrages qui étaient très en vogue, c'est-à-dire les entourages de tombes pour les cimetières, les grilles d'entrée ou les portes d'entrée de maisons, les balcons. Tout était à reconstruire en 1922, donc papa a pris le métier là. Il est parti après militaire dans une arme qui était à cette époque-là celle du futur, c'était les chars. Les chars, toujours donc l'acier, le métal, et il est devenu conducteur de chars. Voilà, revenu du service militaire, il s'est établi à son compte vers 1925. Et c'est comme cela qu'a démarré son activité de serrurier d'art, on va dire, de ferronnier, serrurier d'art. Moi qui suis né 50 ans après mon père, en 1953, c'est quelque chose que j'ai voulu suivre, mais de façon un peu chantournée, détournée. Enfin, ça n'est pas venu directement. Alors là, je fais de la mise en forme. Hein. Ça fait partie du processus, qui n'est pas le processus numéro 1 dans l'ornementation.
puisque c'est comme si on avait tout dessiné déjà, on avait tout découpé, la découpe a été faite à la scie à ruban. Ici, maintenant on les fait au laser, mais pour un petit atelier, quand on a une feuille à faire, bien sûr on le fait à la scie à ruban. Hein. À l'origine, quand j'ai appris le métier, on le faisait au burin. Alors la découpe au burin, je peux vous dire que c'est pas mal déjà. Les orientations à cette époque-là, moi j'ai fait le collège Notre-Dame, j'ai fait 11 ans de collège Notre-Dame, et à cette époque-là, l'orientation des gens se faisait en fonction de leur capacité à apprendre les choses théoriques, apprendre à avoir des bonnes notes, etc. Bon, j'ai finalement réussi à avoir mon bac, et puis il fallait gravir les échelons. En 1970-72, le plus de diplômes, le mieux c'était. Bon, bref, alors je suis parti suivre des études de physique, astrophysique à l'université de Lille. Mais il n'y avait aucune saveur dans tout cela. Moi, je gardais en tête que pendant les étés, je venais aider mon père. On allait travailler aux petites sœurs des pauvres, on faisait la clôture, on réparait les lits, on faisait d'autres choses pour des clients. J'aimais la variété de tout cela, mais bon. Et puis un jour, vraiment, j'ai eu le sentiment que ça servait à rien ce que je faisais comme étude. Alors ça fait mal à entendre pour celui qui adore les études, mais, ou pour un universitaire ou un ingénieur, mais c'était pas mon truc. Véritablement, mon père a bien voulu, malgré son âge, me prendre en apprentissage. C'était pas si simple quand on a 18 ans. Et que le papa en a 50 de plus, ça fait 68, donc on a moins la niaque à 68 ans. Hein, et bon, et je suis resté avec lui pendant 3 ans. Il m'a appris le métier tel qu'il connaissait avant la Seconde Guerre. Alors, ça peut paraître complètement désuet, mais en fin de compte, c'est de la vraie transmission, ça. Ses tours de main, sa façon de penser, ses règles d'économie. Quand je faisais les poussières le samedi, il regardait dans le ramasse-poussière s'il n'y avait pas des vis ou des choses qu'on pouvait garder. Hein, voilà. C'était l'époque, rien ne se jetait. Mais j'ai appris des tours de main et un sens du goût que, je dois tout de même reconnaître, m'avait été beaucoup donné par ma mère, qui était commerçante dans les antiquités, et à l'insu de mon plein gré, comme diraient les gens, je me suis affûté l'œil beaucoup. Hein. Je ne savais pas que ça allait me servir, mais pendant que j'étais chez mon père, j'ai passé, en cours du soir, certificat d'aptitude professionnelle de soudeur. Il ne se faisait déjà plus de certificat d'aptitude professionnelle de serrurier à Cambrai, et je suivais les cours du soir de dessin. Maman insistait pour que je continue à jouer du violon. Enfin voilà, donc il y avait toute une atmosphère qui tournait autour des arts ou du goût bien formé. Voilà, bon, j'ai eu cette chance-là. Alors donc, j'ai arrêté les études, démarré mon apprentissage chez papa. On faisait des travaux qui étaient à l'époque des travaux courants, surtout d'entretien, et quelquefois de fabrication. J'ai fait 2 rampes d'escalier de mémoire. C'était dans les années 75 à peu près. Pour des clients, enfin, bien sûr. Voilà, c'est les souvenirs que j'en ai. Commerce. Il faut fabriquer. Alors dans le plomb, je suis en train de faire avec un marteau à bout la forme qu'il faut pour emboutir mon feuillage. Eh bien alors là, j'étais avec un ami à moi, un grand ami à moi, Sylvain Farras. Voilà. Alors il apprenait aussi le métier de serrurier ferronnier, et on est allé à Batimat. Et à Batimat, je vois un stand avec des pièces d'exposés, que j'ignorais alors que c'était des pièces de chef-d'œuvre de Compagnon. Et je vois des pièces avec des ornements en tôle qu'on ne voyait que dans les gravures chez nous. Hein. J'ai dit, bah tiens, ce sont des morceaux d'exposition, je demande à celui qui s'occupait du stand. Et cette personne-là, qui était le patron de la serrurerie de la vallée de Chevreuse, à la fondation de Coubertin, me dit, mais non, mais ça, c'est du repoussage, et il y a un stage qui va s'ouvrir à Reims, à Muison, en décembre, là, si ça vous intéresse.
J'en ai parlé à mon père, on a appelé le prévôt de la maison des compagnons, qui se trouvait être Jean Bourly, qui est devenu après le patron des métayers champenois. Enfin, c'est incroyable. J'allais presque dire, quand je dis c'est incroyable, c'est parce que je voudrais vous dire quelque chose. C'est que la vie, elle est faite de rencontres providentielles. On peut ne pas ressentir que c'est une rencontre providentielle, parce qu'il faut être à l'écoute et être prêt à recevoir cela. Mais j'ai eu cette chance d'en faire quelques-unes de rencontres providentielles qui ont marqué toute ma vie, qui ont donné d'ailleurs tout le sillon de mon existence professionnelle. Alors je suis allé à Reims apprendre du repoussage, qui était complètement hors du temps. Le repoussage, ça ne se faisait quasiment plus. Il y avait une formation qui se faisait chez les compagnons en vue de la future restauration à venir des grilles de la place Stanislas de Nancy. Et ça a bien fonctionné. J'ai découvert là-bas la vie de communauté. Je ne connaissais pas cette vie communautaire des jeunes du Tour de France. Et en juin ou juillet 78, j'ai quitté l'atelier de mon père et je suis parti à Reims démarrer mon Tour de France. C'est plutôt, on appelle ça un flanc. Le flanc, on l'a plat. Alors il faut avoir dans la tête ce qu'on veut en faire en volume. Hein? Là, on va commencer à le voir, forcément, petit à petit. Et cet ornement-là, pour là où ça va, ne demande pas une mise en forme excessive. Alors, il faut en tenir compte. Le plus étant l'ennemi, finalement, de la beauté du feuillage. Ça sert à rien. Oui, alors j'étais pupille de la Société d'encouragement au métier d'art auprès de la toute nouvelle société Les Métayers Champenois, installée dans une ancienne ferme à côté de Reims. Et m'est venu et surtout m'a été décelé le goût que j'avais développé, ou le talent, de faire du repoussage. C'est-à-dire la mise en forme de tôle de flanc, de tôle de cuivre, surtout d'acier à cette époque-là, de fer à emboutissage profond, du fer pur, pour faire des ornements qui sont des feuilles d'acanthe, des feuilles d'eau, des rosaces, pour l'ornementation des grilles en fer forgé. Donc le repoussage est une activité, on va dire que c'est le poivre et le sel de la ferronnerie. Hein, c'est l'activité d'ornementation, c'est périphérique au métier de serrurier d'art. Donc, comme les métayers champenois ont décroché le marché de la restauration de la place Stanislas, je suis resté chez eux pendant des années à travailler sur les ornements. Je suis revenu à Cambrai toujours attiré par l'atelier d'avant pour travailler, mais alors à porte fermée, sur des ornementations pour la place Stanislas. J'ai travaillé sur la place Stanislas presque 5 ans, à ne faire que des ornements. Donc j'ai très peu tourné sur le Tour de France, puisque c'était une phase de restauration qui ne pouvait avoir lieu que tous les 70-100 ans, la place Stanislas. Et je suis tombé à ce moment-là. C'est assez extraordinaire. Et à la fin des travaux de la place Stanislas, il y a eu la restauration des balcons de la cour d'honneur de Versailles. Bon, quelle chance! Moi, bon, c'est ma passion. Mais j'ai travaillé sur des tôles là de cuivre cette fois-ci, à faire comme ici, je fais un chou. Enfin, c'est une sorte de rosace, enfin, qui était typique des ornements des balcons de la cour d'honneur de Versailles. Alors, oui, j'ai travaillé là pour Versailles 5 à 6 mois. Et puis, revenu à Cambrai, j'ai eu la chance de rencontrer un client qui avait un balcon extraordinaire rue Saint-Georges, le docteur Carpentier, qui m'a fait confiance. On lui a enlevé son balcon de chez lui. Il est venu dans cette pièce ici. Et pendant des mois, je l'ai restauré entièrement et reposé. C'était juste avant d'être perçu comme pouvant faire partie de l'équipe de la restauration de la Statue de la Liberté pour faire la nouvelle torche et flamme de la Statue de la Liberté à New York. Parfait. Alors maintenant, on va faire l'opération de relevage, de nervurage. On s'aide à tracer. Je vais d'abord démarrer par celle-ci.
On s'aide en traçant des lignes de guidage. Parce que l'important dans un ornement, dans un feuillage, c'est que toutes les lignes, elles fuitent bien. Qu'elles s'en vont vers un infini, qu'elles soient cohérentes, qu'il y ait du sens, quoi. Alors le nervurage, on a du mal à le faire assis. Le départ définitif pour les États-Unis, c'est pas fait de suite. Quand le patron des métallurgies champenois me dit en janvier 84, on va donner un prix pour refaire la nouvelle flamme, la nouvelle torche de la Statue de la Liberté. Ça t'intéresserait? Ah oui, oui, oui. Mais quand on est jeune et ardent, il n'y a pas de défi qui nous semble impossible, je veux dire. Bon, et il m'a dit, tu parles anglais? Je dis, oui, comme tout le monde qui a fait l'école, quoi. Hein, et je suis parti d'abord en exploration avec lui et un autre compagnon serrurier de l'entreprise, Serge Pascal, pour voir le chantier de près, à la demande des futurs clients. Nous avons à nos frais passé 2 semaines de travail sur l'île de la Statue à montrer que l'on pouvait contrôler une sculpture, ce qui était alors là un gros défi. Enfin, vraiment, nous, c'était pas la sculpture. On est des gens du métal. On sait taper, on peut taper des heures, on peut taper soigneusement des heures, faire des ornements, mettre en valeur une tôle, enfin, mettre en volume, mais une sculpture. Et on s'en est sorti. Pendant ce temps-là, les négociations se sont faites. Revenant en France le 4 novembre 84, j'apprends en atterrissant que nous avons le marché. Ah! 2 jours après, ma fille Armelle naissait. C'était vraiment un grand présage, qu'il y avait un renouveau de tous côtés. Et mon épouse a décidé, elle, de se mettre en vacances de son poste de bibliothécaire adjointe à la médiathèque de Cambrai et de me suivre avec la fille que nous avions qui avait 1 an et l'autre qui avait 4 semaines. Et alors ça a démarré comme cela. Ça a démarré avec une équipe de 10 jeunes serruriers. Le plus jeune avait 17 ans. Hein. Le plus vieux, c'était le co-responsable de l'équipe, Serge Pascal, qui avait 3-4 ans de plus que moi. Et puis moi, j'étais le suivant. Et nous sommes... et on s'est embarqué de façon... Mon père me disait, il vaut mieux pas y aller. Parce que si tu échoues, ça va être terrible pour la vie plus tard. Mais on ne pense pas du tout à ça. On ne pense pas qu'on peut échouer quand on a 25-30 ans. On croque le morceau. Hein. On a pris la statue comme on a pris une belle fille, quoi. On s'est dit, non, vraiment, elle va être à nous. Et puis, de façon, pas inconsciente, mais avec beaucoup d'ardeur et de passion, on s'est jeté dans le travail. Et petit à petit, on sentait bien que l'on gagnait l'affaire. Alors, et quelquefois, les gens nous demandaient si, surtout nos amis américains, architectes ou autres, les visiteurs, parce que pendant des mois, on a travaillé, il y avait des visiteurs derrière une paroi de verre qui venaient voir les ouvriers français travailler. Mais ils se demandaient si c'était la première fois, bien sûr que non, qu'on devait faire une flamme de la liberté. Si, c'est... Mais nous, mais chez les compagnons, on apprend à faire des choses, à réaliser des ouvrages que l'on n'a jamais fait avant, mais dont on connaît les techniques. Donc, bien sûr, voilà. Et l'équipe de 10 personnes s'est divisée en 5 équipes de 2. Moi et mon collègue co-dirigeant l'équipe, nous étions affectés à la fabrication de la flamme, principalement de la flamme. Et puis les autres étaient impliqués dans la structure en acier inox, la plateforme, le balcon galbé, très, très art nouveau dans son dessin, le fût, bon, voilà. Et ça n'est que vers avril 85 que nous avons eu des contacts avec des officiels français qui nous demandaient si
ça se passait bien. Est-ce que ça allait être un succès? Ah, j'ai dit à ce moment-là, j'ai dit, on est certain de faire le travail et de le finir dans les temps. Parce qu'il fallait, en novembre, que ce soit posé. Après, il y avait le démontage de la charpente de l'échafaudage, hein, un énorme échafaudage qui était le plus grand échafaudage du monde à cette époque-là, qui se tenait dès lui-même. Hein. Il n'était pas scellé, bien sûr, à la statue, évidemment. On ne pouvait pas percer des trous. Mais les échafaudeurs ont fait un travail merveilleux. Donc il fallait qu'on soit à l'heure. Et j'ai dit aux représentants français qui étaient venus nous voir sur l'île de la statue, non, mais ça va bien se passer. On est certain de finir. Alors bon, ça doit aller. Hein, bien sûr, il y a encore tout à finir. Mais ouais. On a été largement remerciés par le consul de France à cette époque-là, Monsieur Gadot et son épouse, qui nous ont invités, toute l'équipe, un soir au consulat de France, sur 5e avenue, pour un repas privé. Et nous avons là mangé, dévoré, bu, plus que de raison. Je ne crois pas qu'il y ait un des membres de l'équipe qui soit ressorti bien droit du consulat de France ce soir-là, mais ça a été un moment extraordinaire. Le président Mitterrand, lors de sa venue pour l'inauguration, c'était à cette époque-là sous Ronald Reagan, c'était en juillet 86, a tenu à voir les représentants de l'équipe. Alors j'ai pu le voir, serrer la main. Donc, nous avons été récompensés puisqu'à ce moment-là m'a été octroyé peu de temps après la médaille de chevalier dans l'ordre national du mérite. Donc c'était extraordinaire, c'est une grande reconnaissance, oui, oui. Et l'architecte franco-américain qui s'occupait du chantier de la statue, Thierry Despont, a pris soin que nous ayons un local pendant toutes les festivités de l'inauguration du centenaire de la statue, qu'on ait un local avec tout ce qu'il faut pour manger, bien voir le défilé des bateaux. Nous avons été invités sur le Tourville, qui était un cuirassier français, qui était en rade pour l'occasion dans la baie de New York. On est allé sur le Tourville et j'ai eu un petit cadeau, c'est un petit chapeau de marin marqué Tourville dessus. Non, nous avons été honorés en tant qu'ouvriers, quoi. Je veux dire, parce que nous étions des ouvriers. Mais pour nous, ouvriers, c'est un titre remarquable. Chez les compagnons, l'ouvrier, c'est l'homme de l'œuvre. Hein. Donc, nous étions... on a été bien reconnus. Et puis, nous avons eu la possibilité de soumissionner pour un deuxième marché pour la Statue de la Liberté, qui était la reproduction du visage et du pied gauche de la statue. Ça nous a mis le pied à l'étrier américain puisque nous devions partir de l'île qui allait être débarrassée en prévision de l'accueil des touristes et de l'inauguration. Et nous avons dû trouver un atelier autour de New York. Hein. Nous avons trouvé un atelier à Paterson, New Jersey, qui était une ancienne ville, Paterson, une ville industrielle, qui avait donc beaucoup d'ateliers, à la fois en activité et désert. Et nous avons démarré notre entreprise, les Métayers Champenois Corporation, en mars 86 à Paterson, dans le New Jersey, qui est à 20 minutes du pont de Washington. Hein. Donc, et puis, à ce moment-là, le patron français m'a demandé si j'étais intéressé pour continuer, fonder l'atelier et le continuer. J'ai dit, oui. On ne réfléchit pas quand... Je veux dire, c'est toutes des... C'est comme dans une course de voiture, il y a des bons et des mauvais virages à prendre. Alors on a pris ce virage, c'était le bon. C'était le bon. Ça s'est avéré être le bon, mais après quelques années seulement. Hein. Ça a été des journées, des années, quelquefois de vaches maigres, difficiles, parce qu'il faut bien démarrer une activité. Nos amis américains que j'allais voir, architectes ou décorateurs, me disaient, vous savez, bravo pour ce que vous avez réalisé, mais on n'a aucune statue à restaurer, nous. Hein, non, mais parce que il y a en Amérique un sens de grande spécialisation. Si on restaure des statues, on restaure que des statues. Hein, mais voilà, ils ne pouvaient pas connaître que nous avions une formation extrêmement polyvalente. Et petit à petit, nous avons fait des travaux de serrurerie d'art exceptionnels pour nos clients américains. Voilà. Alors ça a démarré l'atelier en mars 86 et puis j'en suis revenu définitivement, complètement, c'est en décembre 2018. Hein, vraiment complètement. Je pensais en revenir définitivement en 2012,
Mais finalement, il a fallu que je retourne pour assurer la transmission, qui a été périlleuse. Beaucoup de bas, très peu de hauts à cette époque-là. Enfin, pour la transmission de l'entreprise, c'était difficile. Mais j'ai pu compter sur le patron des métalliers champenois qui a sorti la chose et qui a fait que ça se passe bien. Alors on entend au son que lorsqu'on arrive à la fin d'une nervure, on tape très, très finement. Voilà. Alors, là, on voit bien le nervurage du feuillage. C'est très net. Oui, alors on a eu beaucoup de chance d'être l'atelier un peu exotique, mais installé aux États-Unis. Alors ça comptait beaucoup pour des clients qui... Quand je dis clients, c'est architectes décorateurs, hein, pour nous les clients. On était très peu en relation avec le client ultime. Mais c'est arrivé, vous allez entendre des histoires intéressantes. On a pu réaliser des travaux extraordinaires pour le privé, c'est-à-dire par exemple la rampe d'escalier et les balcons de la maison privée de Ralph Lauren au nord de New York, enfin de l'État de New York, à Bedford. Nous avons travaillé pour Madonna. Nous avons fait 2 très beaux luminaires, 2 très grands, immenses plafonniers en cuivre sur le dessin de Gene Prince, qui était un décorateur qui était décédé à cette époque-là, mais c'était un décorateur mythique. Et pour l'architecte, nous avons fait cela. Donc, nous sommes allés installer les luminaires et on nous a fait faire aussi les ornements en cuivre patiné pour le lit de Madonna. Alors, je blaguais. Alors, mon épouse qui connaît mon côté un petit peu, comment dirais-je, prime sautier, hein, je lui disais, mais tu vois, alors, on a eu fini, j'étais assis sur le lit, elle n'est jamais venue. Alors, je suis parti, voilà. Mais enfin, notre équipe a rencontré Madame Ciccone, parce que c'était son nom, c'est dans un appartement du meilleur goût, art déco, remarquable. Et puis, nous avons fait des travaux, et je vais peut-être oublier des gens, mais enfin on a fait des travaux extraordinaires pour Bill Gates. Nous avons fait des rampes d'escalier, nous avons fait sa cheminée en bronze et céramique, les céramiques ayant été faites par un artiste de l'État de New York aussi. Nous avons fait la baignoire de Bill Gates, la baignoire de Melinda Gates en bronze nickelé, un travail assez extraordinaire puisque le boudin du haut en bronze cintré était chauffant pour ne pas avoir de choc thermique quand on rentre dans son bain. On a fait d'autres travaux pour Monsieur Gates à travers l'architecte Thierry Despont. Mais alors, il y avait une chose qui était importante et que je disais à des sociétés de préservation des monuments historiques. Il faut qu'une fois dans l'année ou tous les 2 ans, nous consacrions à des budgets extrêmement réduits, très faibles, pas nos prix, du temps pour restaurer du patrimoine américain, pour remercier quelque part, d'une certaine façon, par notre travail, la chance qui nous avait été donnée de pouvoir accomplir notre métier à un niveau qui n'existait plus chez nous, hein, mais grâce à la clientèle américaine. Donc c'était une forme de remerciement. Nous étions venus pour la Statue de la Liberté et à travers cela, nous avons fait la restauration et la reconstruction d'une flèche d'église, de l'église presbytérienne sur 5e avenue et 53e rue, un endroit remarquable tout près du MoMA. Et puis nous avons fait la restauration des balcons en bronze de l'University Club. Ce sont des défis considérables. Nous avons restauré et reconstruit quasiment un garde-corps autour d'une église de Brooklyn. Donc, peut-être pas des travaux quelquefois fracassants, mais surtout, ce qui a été extraordinaire, c'est d'avoir travaillé pour la ville de New York. Nous avons restauré la statue de la justice qui se trouve au sommet de l'hôtel de ville, tout de même, de l'hôtel de ville. Et nous avons pu, à ce moment-là, le maire était M. Giuliani, Rudy Giuliani,
Et nous avions discuté, puisque le démontage était bien fait, la reconstruction a été parfaite, la restauration était... Et au moment de la réinstallation, il y a eu un petit délai de 20 minutes, une demi-heure, et problème de boulons, vraiment. Et alors, il y a l'adjoint de M. Giuliani qui vient me voir et dit « Monsieur le maire, voudrais vous demander ce qui se passe ?» Et alors, je m'approche du maire qui était là, qui regardait la grue évoluer. Puis il me dit, alors qu'est-ce qu'il y a? Il dit, mais il y a, comme toujours, de l'imprévu. Tout le monde est au courant que l'imprévu existe. Hein. Je dis, voilà. Mais je voudrais vous parler d'une chose. Nous avons restauré, il y a 2 ans, une statue, la statue de la justice, qui se trouve en haut des services municipaux, qui se trouve à côté du pont de Brooklyn. Et cette statue est voilée, mais le plus beau nu de New York. Et si vous pouviez la regarder avec vos jumelles... Elle me dit, j'en ai justement une très bonne vue de mon bureau. J'ai dit, mais voilà. Et puis après, la statue de la justice s'est posée, tout le monde était très content. Mais il est vrai que nous avions fait avant la restauration, qui était un vrai défi, de la statue de la renommée civique, hein, Civic Fame, qui se trouve en haut du bâtiment des services municipaux, à 150 mètres de hauteur tout de même, hein, et dont la restauration a été faite à Patterson entièrement, et la repose a été faite par hélicoptère. On va pas mettre le dessin, ouais. Voilà comment va aller l'ornement, qui est l'un des 5 ornements de cette feuille. J'ai un deuxième ici. Non, 5, 4 on va dire. Avec le rivet ça fait 5, mais voilà. Alors, avec mon épouse, on avait tant d'années de passé aux États-Unis, nous avions lié énormément avec des Américains, nos voisins, etc. Et ce qui était frappant, c'était l'attachement aux racines que ces gens-là partageaient avec nous. Je me souviens d'un couple de voisins, s'appelait Fred Trefeisen, qui avait retrouvé ses origines le long du Rhin, en Allemagne, et il y avait des vignobles. Et il était retourné là-bas pour passer quelques semaines de vacances avec son épouse, retrouver, cultiver ses racines. Et puis nous en avions, on s'en était éloigné. Et on s'est dit, un jour, il faut, comme a écrit le poète, après un long voyage, revenir parmi les siens, plein d'usage et raison, vivre entre les siens le reste de ce séjour, enfin... ou quelque chose comme ça. C'était Joachim du Bellay. Mais ça n'est pas seulement sentimental. C'était absolument nécessaire, puisque nous avions 4 filles, nous avions des enfants, et je voulais qu'elles ne soient pas dispersées dans l'immensité américaine, sans aucun sentiment de racine. D'ailleurs, nos filles sont toujours venues en vacances uniquement, non pas en Amérique, mais en France, hein, et connaissent bien la famille, et ils sont... tout à fait liés à leurs cousins-cousines. Mais il y avait cet atelier. Et c'était comme un devoir de transmission qui est devenu, qui s'est affirmé dans ma tête petit à petit avec les années. Puis on s'est dit un jour, avant que je sois trop vieux, parce que pour redonner de la flamme à un atelier, il faut avoir de la vigueur. C'est de grosses dépenses d'énergie que de travailler son métier quasi seul. Donc ça serait le cas, et c'est le cas depuis. Donc, nous avons décidé de revenir et pratiquement, c'est que pour l'atelier et ce qu'il représentait. Mais mon père n'avait pas le culte des outils. Mais c'est moi, en nettoyant en 2013-2014, entre 2 voyages, que j'ai compris toute cette filiation considérable et que finalement, c'était à moi de travailler à préserver cet héritage qui était très important. Alors, je sais pourquoi nous sommes revenus, pour des raisons d'enracinement, de transmission, de fidélité aux anciens, à nos prédécesseurs, mais je ne sais pas pour qui. Voilà, alors on espère bien que ce sera pour un petit-fils ou une petite-fille, on ne sait pas du tout. Pour qui? Alors, bien sûr, mais ça, c'est le cas de beaucoup de gens, de métiers qui sont travaillés par l'idée de transmission. Ce qu'il faut, c'est travailler. C'est venir tous les jours travailler,
Pour moi, la destinée a été bonne jusqu'ici. Il n'y a pas de raison. À un moment donné, il va y avoir quelque chose qui se déclenche soit par un jeune du Tour de France ou quelqu'un d'autre, et l'atelier sera là, parce que je suis absolument persuadé du bon choix que j'ai fait il y a 50 ans, de prendre ce métier et de m'y tenir. Je n'ai jamais cru d'ailleurs aux nouveautés qui sont, par exemple celle-ci, qui est il faut être prêt à changer 7 fois de travail dans sa vie. Ouais, pas pour un homme de métier. Un homme de métier, il le sait vers la fin de sa vie professionnelle qu'il n'a pas assez d'une vie pour apprendre son métier. Alors il ne va pas commencer à en changer. Enfin, il ne va pas se mettre dans l'idée qu'on peut être un jour serrurier, puis le lendemain, je vais prendre un extrême, pâtissier. Ça ne peut pas se faire. Je crois que d'ailleurs c'est aussi vrai pour le pâtissier qu'une vie complète ne suffirait pas. Mais donc, voilà, alors, reprendre cet atelier, lui redonner vie, j'ai mis dans la rénovation de cet atelier toutes mes économies de retraite par capitalisation américaine. Donc, j'ai mis 200 000 € de travaux pour avoir l'électricité neuve, avoir une toiture neuve, etc., pour faire d'autres travaux. Et puis, mais on ne le regrette pas une seconde, parce qu'on sait d'où l'on est venu et on sait où l'on est. Et ça sert aussi de repère à nos petits-enfants, à nos filles, qui sont très familières de Cambrai. Et puis dans le monde d'aujourd'hui, absolument essentiel, c'est de bien savoir qu'il n'y a pas de plus beau métier que celui qui est qu'on démarre un travail le matin, le soir en quittant, on voit ce qu'on a fait. On voit le résultat. Et au bout de X jours ou X semaines, selon l'importance du travail, on a sorti un boulot qui fait votre fierté. Et d'ailleurs, la fin sociale d'un artisan de métier, c'est ni le bien-être, ni le loisir, mais le devoir de transmission, le sentiment du travail bien fait et l'amour du métier. Tiens, tu vas remettre du charbon, tiens. Allez. Ce 20 par 12, c'est la plus grande volute. Celle-là, elle est à mettre les... Tu vas mesurer? On va les tirer sur 180, réglé. 180, tu mets 2 coups de pointeau. Alors, revenir à Cambrai, pas pour vivre une vie de retraité, mais pour redonner vie, une vraie vie à cet atelier qui contient des outils extraordinaires qui nous reportent au début du 19e. Donc je voulais que cet atelier produise, soit revitalisé, que je puisse y travailler, faire des ouvrages, un peu pour moi, mais surtout pour des clients, mais aussi, surtout, pour les monuments historiques. Et depuis quelques années, j'ai le privilège et la grande chance d'avoir la confiance des Bâtiments de France pour des travaux, quelquefois modestes, quelquefois moins modestes, pour la cathédrale de Cambrai. Donc cet atelier n'est pas un atelier musée, c'est vraiment un atelier vivant. Et en le revitalisant, je redonne vie à mes ancêtres et à mon père. D'ailleurs, le matin, quand j'arrive, j'ouvre la porte et je dis « Bonjour les morts ». Tous les matins, je dis « Bonjour les morts ». Est-ce que c'est une sorte de talisman? Mais enfin bref, puisque je sens que je suis moi l'homme vivant dans l'atelier, mais qu'il y a peut-être des gens qui me regardent et qui voient que j'utilise tel et tel outil, que j'en prends soin, que je respecte par là aussi la façon dont ils ont travaillé. Enfin, il y a quelque chose d'harmonieux là-dedans. Ça n'est pas une vie d'artisan rentable, non, mais d'artisan en harmonie avec son passé, avec ses outils, avec sa façon de travailler et surtout l'esprit. Parce que là, je travaille sur une marquise. C'est une marquise, on va dire, de style 19e, mettons. L'appellation n'est pas importante. Mais je le travaille avec le même esprit que ses prédécesseurs auraient pu travailler il y a de ça 150, 200 ans. C'est pas tant refaire les mêmes choses que de retrouver l'esprit dans lequel ils ont travaillé. Et ben, dans cet atelier, c'est ce qui se passe. Alors, sur cette marquise, le temps que j'y passe est assez considérable.
Bon, évidemment, je ne suis pas astreint à une rentabilité, mais il faut compter tout de même pour la faire bien propre, environ un bon 200 heures de travail. Hein. Avec les consoles forgées, attachées comme il convient, il y a très peu de soudure, c'est vissé. Comme je visse, je peux m'assurer que toutes les pièces sont peintes à l'anti-rouille avant d'être assemblées. Enfin, c'est une façon de voir le métier qui est plus dans l'air du temps, mais qui est pour moi important. Hein, et puis cette marquise, sans doute, sera posée en fin septembre. La transmission naturelle ne se fait plus naturellement depuis des dizaines d'années, mais ça échappe à beaucoup de personnes qui sont très versées dans l'enseignement, dans la transmission. Ce qui leur échappe, c'est que la transmission naturelle n'est plus possible. Elle est à la fois... D'ailleurs, si l'on prend une vision telle que je vais vous l'exprimer, c'est qu'un jeune, quand il y a 50 ans, 60 ans, rentrant de l'école, passait très certainement devant un atelier de menuiserie. Quelquefois, pas dans le centre-ville, mais du charronnage. Il y avait un maréchal. Même des bouchers d'avant avaient leur viande d'accrocher en extérieur. Vers l'automne, c'était tout ce qui était gibier. Ça n'existe plus maintenant. On ne passe plus devant une menuiserie. Quand je remontais l'avenue de la Victoire, venant du collège Notre-Dame, je passais devant là une menuiserie, après un réparateur de télévision ou de radio, c'était avant la radio. Donc je veux dire par là, des jeunes personnes, garçons ou filles, ne sont plus exposés naturellement à l'exercice des métiers dans leur vie de tous les jours. Alors il y a les stages, il y a les musées, il y a les musées des métiers, le musée du verre, le musée de la dentelle, etc. Sachant bien qu'un artisan de ce métier sait bien que ces musées-là sont un peu, quelque part, des cimetières, parce que ce ne sont pas des ateliers vivants, ils ne produisent plus. Donc c'est un véritable sujet. Alors pour qui on ne peut pas savoir, mais si on ne perd pas de vue qu'il est important de couper sa solitude en tant qu'artisan et d'avoir régulièrement des jeunes, on peut dire en période ouvrière. Hein, les gens d'aujourd'hui disent stage, hein, période ouvrière, c'est mieux tout de même. Eh bien, il y a des vocations qui se suscitent. Et là, en ce moment, j'ai Raphaël Catoire qui aime le métal froid, le métal chaud, et puis et qui aime la façon dont je travaille. Alors, il travaillera peut-être jamais comme moi, mais il aura, à son insu, il aura saisi l'esprit qui m'anime et qui me fait travailler de telle ou telle manière. Hop. Je ne travaille pas de façon industrielle, mais on utilise bien sûr des outils contemporains, mais qui sont encore du monde de l'artisan. Une perceuse électrique, évidemment, etc., des meules, enfin, etc. Ça a été la révolution des métiers à partir surtout des années 50. Hein. Et c'est bien utile, ça économise de la peine. Mais enfin, il y a la façon de prendre un travail, de le dessiner. Finalement, c'est une façon d'aimer, quoi. Hein, un métier du vrai artisanat, c'est tout de même une relation d'amour avec la matière. Hein. Le fond du métier de serrurier a très peu changé.
ça n'est pas comme d'autres métiers, tout à fait anciens aussi, comme tailleur de pierre, comme charpentier, comme menuisier, qui se sont immensément mécanisés et ils sont devenus numériques pour beaucoup. Bien sûr que le futur de la serrurerie se trouve dans la numérisation du métier. Mais moi, je pense qu'il sera toujours utile. D'abord, c'est simple. Il faut se dire qu'au jour d'aujourd'hui, un homme qui a la conscience du métier se doit de résister à son temps. Il ne faut pas vivre avec son temps. Son temps nous tue. Ce temps ici nous tue. Nos anciens disaient toujours, ils l'entendaient, il faut vivre avec son temps. Mais il semblait qu'avant, tout progrès était porteur de bonheur et d'un futur meilleur. C'est plus le cas. C'est plus le cas, c'est bien différent aujourd'hui. On ressent tous, je pense, à différents degrés, une sorte d'inquiétude plutôt pour le futur que ne pouvaient le ressentir nos parents et nos grands-parents. Puisque la vie à venir semblait encore plus meilleure, moins dure, plus facile, plus confortable, mieux soignée, hein, au niveau en médecine, etc. Là, aujourd'hui, c'est redonner du sens. Et je crois au futur des anciens métiers, enfin ce qu'on pourrait dire des métiers oubliés. Mais il faut que ce soit un futur qui ne soit pas qu'un rêve, enfin, parce que on peut tout confondre ça avec un envie de revenir aux sources. Non, c'est surtout retrouver l'esprit dans lequel travaillaient nos anciens et de s'y coller et de s'y carrer là-dedans. Eh bien cela, ça n'est pas dans la fuite en avant technologique qu'on va le trouver, mais dans l'esprit des travaux qui ont été déjà accomplis, qu'il faut respecter. Hein. D'ailleurs, s'il n'y avait pas des résistants comme moi, eh bien, on aurait du mal à trouver quelqu'un qui puisse restaurer des entourages de tombes dans les cimetières. On les regarde se décrépir, mais c'est restaurable. Mais il faut, bien sûr qu'on ne doit pas souder électrique là-dessus. Hein. Il faut les restaurer en respectant les techniques de l'époque qui les a vus se fabriquer. Et si on ne les connaît pas, ces techniques, si on ne connaît pas l'esprit de ces choses, on ne coupe pas les angles chez nous, on ne doit pas couper les coins. Il faut faire le travail comme il faut, comme il faut. Et ça demande le temps que ça demande. Voilà. Est-ce que c'est bien vendable? Écoutez, je pense que quand on arrive à un certain âge, le prix des choses, le temps que ça coûte, prend beaucoup moins d'importance. Ce qui est important, c'est de savoir ce qu'on va laisser. Hein, et nous, dans nos métiers, on sait bien que bien transmis, même par l'exemple. D'ailleurs, entretenir cet atelier, c'est une forme de transmission. Hein, rien que l'entretien. Mais on sait bien que c'est ça le plus important. C'est d'être en bonne harmonie entre ce que l'on pense, comment on doit travailler, ce que l'on doit fournir au client. Il faut que au client, jusqu'au moindre franc, enfin au moindre euro, on va dire, que ça vaille la peine. Ça vaut vraiment cela. Alors bien sûr, ça peut être quelquefois des sommes importantes, mais c'est le prix des beaux ouvrages. Allez, on y va. Hop, je crois qu'elle est pas mal. Allez, on va la présenter. Eh bien, c'est parfait. Vraiment. Moi, ce que je voudrais, c'est que mon métier, tel que je le pratique ou dans l'esprit que je le pratique, montre bien que l'intelligence de la main et du cerveau vont de pair. Hein, et méfions-nous de la dématérialisation. Alors je jette un sort à
au futur dématérialisé afin qu'il ne se réalise pas, hein, parce que c'est un énorme danger. Il nous empêchera de bien marcher les deux pieds sur terre. Et ici, quand je viens à l'atelier, en été il fait chaud, le fer n'est pas froid, en hiver, le fer est froid. Mais alors froid, mais ça fait partie du compagnonnage de la matière qu'on a quand on est un ouvrier. Hein. Alors, mon souhait, c'est que cet atelier, enfin, ou tout du moins ces outils, soient toujours bien compris par des gens qui en auront pris le relais, mais nous verrons. Alors moi c'est Raphaël Catoire, j'ai 15 ans et demi, j'habite dans le Cambrésis. J'ai fait en études, là je suis en première année de CAP de ferronnier d'art à l'école lycée professionnel de Wany. Là, cette transmission avec Jean. Et ben c'était un peu spécial comme aventure parce que Jean est spécial et moi aussi, donc moi je trouve qu'on se complète bien et que c'est une belle aventure, que ça a été une belle aventure et que j'ai appris beaucoup de choses. Pourquoi lui et pourquoi pas un autre? Parce que je cherche quelqu'un qui a des choses à me donner, qui a du métier à me donner, du métier à m'apprendre, des astuces, tout ce qui pourra m'aider pour plus tard en fait. Le savoir-faire. Le savoir-faire, c'est ça. Et tu penses le retrouver en lui et pourquoi? Bah, je pense que déjà il a fait ses preuves et que juste en le voyant dans son attitude, je pense qu'il n'y a pas plus passionné que lui.